Europe 1. Votre invité à 8h13, Sonia Mabrouk, est députée d'Eure-et-Loir et président du groupe LR à l'Assemblée. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Olivier Marleix. Bonjour Sonia Mabrouk. Une blague de mauvais goût. Est-ce que l'entraîneur du PSG, Galtier, a sifflé la fin du match, plutôt de la polémique, après cette avalanche de réactions en reconnaissant cette mauvaise blague ? Bon, écoutez, je pense qu'on a passé quand même beaucoup de temps dans notre pays à commenter toute cette affaire et je pense qu'il serait effectivement temps de tourner la page. Voilà. Tout en étant conscient d'ailleurs de l'urgence écologique, vous n'hésitez pas vous-même à moquer l'appel à plus de sobriété. J'ai noté que vous dénoncez la maladie de la contrainte, ironisant même sur une future attestation de douche de moins de 5 minutes. Attention, vous prenez des risques, vous savez, en disant cela. Non, je crois surtout que la question du réchauffement climatique, elle appelle quand même beaucoup de sérieux aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr qu'un certain nombre de petites polémiques comme ça sur des sujets plus ou moins importants servent en réalité la cause et le sérieux qu'il faut attacher à cette question. Vous allez à contre-courant, d'ailleurs vous-même, et hier ici à ce micro, David Lisnard, à contre-courant quasiment de tout le spectre politique. On a même entendu Madame le Premier ministre réagir. C'est de la morale, de la moraline pour vous ? Oui, je ne sais pas, je crois que c'est un politiquement correct dans lequel il faut être. N'importe quel fait doit être analysé à l'aune de cette question. J'ai vu moi sur les réseaux sociaux hier que le ministère de la Transition écologique laissait ses lumières allumées toute la nuit. Donc vous voyez, on est chacun de s'occuper de son jardin. Et voilà. En tout cas, vous vouliez vous occuper, vous, Olivier Marleix, d'un grand jardin, celui de notre parc nucléaire, puisque vous souhaitez une commission d'enquête parlementaire pour identifier, dites-vous, les responsables du désastre, justement, sur le nucléaire. Mais à vous entendre, vous avez déjà le résultat de votre commission, vous avez déjà désigné le responsable. Emmanuel Macron, si je vous entends bien. Non, je pense qu'il n'est pas le seul. Il y a une association de malfaiteurs, si je puis dire, en la matière. Non, vous savez, il y a des moments plus ou moins tragiques dans notre histoire où les Français réalisent découvrent en fait, un peu stupéfaits, une espèce d'affaiblissement de la France par rapport à ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a raconté et ce qu'ils s'imaginaient. Voilà, ça a été le cas en juin 40, ils ont découvert qu'ils n'avaient plus d'armée, c'est l'étrange défaite de Marc Bloch, et puis là ils découvrent en septembre 2022 que cet hiver, c'est le président de la République qui leur demande, il ne faudra pas mettre le chauffage dans leur salon à plus de 19 degrés, oui, pour une grande puissance qui pensait avoir, grâce au général de Gaulle, l'indépendance et l'abondance en matière énergétique, c'est effectivement assez stupéfiant. Nous en sommes là, avec votre comparaison historique, nous en sommes à ce point d'affaissement, d'affaiblissement de la France ? Oui, bien sûr. Je pense que vous savez, la question de l'énergie, c'est avec l'alimentation, la capacité de soigner les gens. Ça fait partie des 4 ou 5 missions vitales que l'État doit assumer, doit garantir à la population. Sinon l'État ne sert à rien, n'est plus légitime. Et donc oui, effectivement, on en est là. Quand le président de la République lui-même, je suis la première fois sous la Ve République, on a un président de la République qui passe à la télé pour donner ce genre de détails d'ailleurs sur la vie privée, l'organisation de la vie privée des gens. On ne peut pas passer sur la question des responsabilités. Moi, je ne supporte plus en politique, beaucoup développé d'ailleurs par un certain nombre de partisans d'Emmanuel Macron, cette idée de oui, mais qu'est-ce que vous auriez fait d'autre ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous auriez pas fait mieux à leur place ? Vous le contestez ? Comment ? Dites-nous, quels arguments avez-vous à nous opposer ? En l'occurrence, sur la question de l'énergie et sur la question du nucléaire, oui, les Républicains sont la seule formation politique qui, depuis 20 ans ou 30 ans, n'ont jamais lâché en matière nucléaire. Pour être tout à fait honnête, je veux dire, les Républicains, je crois qu'il y a les communistes aussi qui ont été assez courageux en la matière. On n'a pas cédé au politiquement correct. Et alors, si on prend les faits, c'est très clair. Le dernier président de la République de notre famille politique, Nicolas Sarkozy, est quand même celui qui a lancé les EPR. On a voté une loi pour lancer les EPR. Il a assumé le lancement du chantier de Flamanville. C'était courageux. Il y avait des manifestations, des dizaines de milliers de manifestants, beaucoup d'associations écologistes qui étaient contre. Il l'a fait. Donc non, tout n'est pas pareil. Et ceux qui ont pris des mauvaises décisions, qui font que la France aujourd'hui a perdu son indépendance, doivent en assumer les conséquences. La responsabilité, c'est inhérent au principe démocratique. On vous entend assumer des responsabilités et rendre des comptes, mais que peut-il sortir de très concret, Olivier Marleix, d'une telle commission d'enquête sur le nucléaire ? Qu'allez-vous découvrir que vous ne sachiez déjà ? Quelle vérité peut éclater au grand jour ? Déjà, prendre le temps de poser ses responsabilités, savoir comment est-ce qu'on a pu saturer l'espace public en France de cette idée qu'il fallait laisser tomber le nucléaire, que c'était le passé, alors que tous les pays
pays autour de nous lançaient des chantiers sur le nucléaire. Ça mérite question. Comment le débat public a pu être influencé. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé. Influencé. Vous allez interroger les lobbies anti-nucléaires, oui, moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions de lobbying. Je suis partisan de beaucoup plus de transparence sur le lobbying. Ça vaut à l'égard des ONG aussi, je crois. Et donc, il est important qu'à l'avenir, on ait aussi ce regard, qu'on se pose ces questions et que ceux qui nous ont amenés dans des mauvaises directions, eh bien, ne puissent pas continuer à donner des leçons. Voilà. Et puis, évidemment, une commission d'enquête, c'est aussi fait pour faire des propositions pour l'avenir. Donc, peut-être de plus de transparence à l'égard de l'action. On va en parler. Permettez-moi, je reviens sur le mot, c'est très important ce que vous dites de responsabilité. Est-ce qu'une commission d'enquête parlementaire peut aller plus loin et même demander à entendre, à auditionner un ancien chef de l'État, un chef de l'État actuel? Est-ce que c'est possible? Alors, chef de l'État actuel, non, malheureusement, parce que le principe de séparation des pouvoirs est assez clair. En revanche, un ancien président de la République, je pense que rien ne s'y oppose. En l'occurrence, je pense que ce sera très intéressant d'entendre les présidents de la République qui sont à l'origine des décisions qui nous ont mis dans la situation actuelle. Oui. Bon, je pense donc que vous pensez à François Hollande, bien sûr. Vous allez l'amener donc à moi, je souhaite à témoigner devant cette commission d'enquête parlementaire. Que le président Hollande vienne devant cette commission d'enquête. Voilà. Mais ça fait des années, Olivier Marleix, que vous dénoncez ce que vous appelez le dépeçage de notre industrie du nucléaire et de l'énergie. Est-ce que tout converge véritablement vers l'ancien président, donc il y a quelques années, François Hollande ou Emmanuel Macron? Vous les tenez vraiment comme responsables de tout aujourd'hui? Écoutez, on vit beaucoup de sujets dans la question que vous évoquez. On a vécu quelques décennies, sans doute, où le politique, où les choix politiques, vous savez, certaines élites économiques nous poussaient à oublier un peu les considérations d'intérêt national. Ça n'existait pas. Il fallait se rentrer dans le grand marché mondial sans question de souveraineté, sans faire attention à tout ça. Voilà. Mais plus prosaïquement, plus précisément sur la question du nucléaire, oui, il y a des gens qui ont fait des choix différents les uns des autres. Le président Hollande est quand même à l'origine Parti socialiste en 2011, avant l'élection présidentielle. Il y a un accord en novembre 2011. Avec les Verts, oui. Un accord entre les Verts et le PS, c'est fermeture de 24 réacteurs nucléaires contre 15 circonscriptions. Moi, j'avais appelé ça pétrole contre nourriture à l'époque. Bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. François Hollande a été élu et puis Emmanuel Macron a été élu. C'est-à-dire que en grande partie, les Français Emmanuel Macron, je vous le rappelle, parce que les Français l'ont oublié, a été le pilote de la politique économique de François Hollande, comme à l'Élysée, puis son ministre de l'économie. On a une décennie de renoncement du nucléaire qui explique, M. Lévy a raison de le rappeler, même si d'ailleurs il aurait pu le rappeler un peu plus tôt, je pense, qu'on a eu 10 ans d'affaiblissement. Mais dans la loi actuelle aujourd'hui, il est toujours question, la loi elle prévoit toujours la fermeture de 12 réacteurs nucléaires à l'heure où nous parlons. Oui, il faut revenir sur cela pour vous, il faut l'abroger? Ah ben évidemment, et d'ailleurs on a un texte qui est annoncé au Parlement dans cette session de rentrée sur l'accélération des énergies renouvelables. Moi je souhaite que le gouvernement introduise dans ce texte des dispositions pour mettre fin au plafonnement du nucléaire, parce qu'en réalité aujourd'hui il y a une règle de plafonnement du nucléaire qui fait que lorsque Flamanville sera en service, on ne pourra plus faire de nucléaire. Donc il y a des incohérences totales. Monsieur Macron a fait un grand discours avant l'élection présidentielle à Belfort en février pour expliquer sa conversion au nucléaire, le rachat de Exalstom vendu à General Electric. Vous n'y allez pas de main morte à ce sujet. Vous dites d'ailleurs, parlant d'Emmanuel Macron, c'est ce que vous dites, parlant de lui, j'ai vendu Alstom et Technip aux Américains, Alcatel aux Finlandais, Lafarge aux Suisses, Essilor et PSA aux Italiens. Que n'a-t-il pas fait à vous entendre? Ah bah écoutez, oui, il y a eu un Macron qui était vraiment formé dans les années 90, qui croyait au grand marché mondial et pour qui la souveraineté nationale n'était pas une donnée. Voilà. Alors maintenant, tous les ministres sont ministres de la souveraineté de quelque chose, mais jusqu'avant le Covid, en tout cas, c'est une notion qui lui était totalement étrangère. D'ailleurs, il parle assez peu de souveraineté nationale, il parle beaucoup de souveraineté européenne, ce qui, à mon sens, est un abus de langage. En parlant de souveraineté, il y a évidemment la question centrale de l'électricité. Sur les règles européennes du prix de l'électricité lié au prix du gaz, vous estimez qu'il y a une urgence à en sortir. Jean-Luc Mélenchon s'est félicité hier sur les réseaux sociaux de votre position, qu'il a perçue comme étant un appel à la désobéissance européenne. Il vous a lancé un bienvenue au club. Marleix Mélenchon, même combat?
Alors, je crois que vous savez, s'il y a un sujet sur lequel la France doit hausser le ton en Europe, auprès de la Commission européenne, c'est la question de l'énergie. Je dirais, la Commission européenne a une grande part de responsabilité dans. Alors, c'est pas que la Commission, d'ailleurs, hein, c'est des idées pilotées par la Commission avec une grande. Parce que je veux dire par là que les chefs d'État et de gouvernement ont leurs responsabilités, évidemment. Oui, mais la Commission elle-même veut une réforme. La France elle-même parle d'une grande réforme. Sur l'abandon du nucléaire, sur le projet de démantèlement d'EDF. Monsieur Marlex, oui, mais vous avez entendu les déclarations de Bruno Le Maire à ce sujet, ça va dans votre sens. La réforme sur ces sujets-là, sur le prix de l'électricité et du gaz, est voulue, elle est souhaitée. Pour répondre d'abord à votre question, je pense que de manière générale, dans les mois, les années qui viennent, il faudra que la France tape du poing en Europe pour dire que notamment la question du démantèlement d'EDF, qui est une obsession de la Commission européenne, c'est une folie, ça n'est pas possible et la France doit dire non, un point c'est tout. Le mécanisme de l'Arenh est un mécanisme qui a fait des fortunes privées sur le dos des Français, sur le dos d'EDF pour un service qui aujourd'hui est inexistant puisque certains des opérateurs alternatifs renvoient leurs clients à EDF. Donc tout ça est un échec lamentable. Tout ça nous a rendu dépendants du gaz russe. Donc la France a les moyens de taper du poing sur la table sur ce sujet-là. S'il y a un sujet sur lequel on doit vraiment exprimer notre mécontentement et obtenir un changement de politique, c'est bien celui-là. Deuxième question beaucoup plus conjoncturelle, il y a la question du tarif de l'électricité aujourd'hui qui explose pour nos entreprises, qui est insoutenable pour nos entreprises qui ont des factures multipliées par 7, 8, 9 selon leur capacité de négociation. Cette situation, elle est gravissime. Mais est-ce que vous appelez à sortir immédiatement du marché de l'électricité européen? La première chose à faire, c'est la déliaison. Il faut obtenir impérativement cette déliaison du prix. D'accord, donc en tapant du poing sur la table. Il faut obtenir cette déliaison du prix du gaz et électricité, parce qu'aujourd'hui, c'est une règle européenne artificielle. Mais comment on le fait? Est-ce qu'on sort nous-mêmes du marché européen? De ce marché. Eh bien, on a la possibilité d'utiliser une clause de sauvegarde qui existe dans le Code de l'énergie, que le gouvernement d'ailleurs a utilisé pour désigner EDF comme fournisseur il y a quelques mois. On peut très bien l'utiliser pour dire stop. En réalité, le gouvernement, il est gêné aujourd'hui par quoi? Il est freiné par quoi? Par le fait que nous ne sommes plus autonomes. On y revient. On n'est plus indépendant en matière de production d'électricité et on a besoin d'importer à peu près 20% d'électricité. Une fois encore, c'est une conséquence de cet affaiblissement. Quelle opposition êtes-vous? Et là, j'en reviens au plan national. Il y a un sujet important, Olivier Marlex, c'est un marqueur du débat politique, c'est le budget. Vous ne comptez pas le voter. Vous savez que le gouvernement va vous faire porter la responsabilité en utilisant le 49.3. Aujourd'hui, en face de moi, on a un opposant pur et dur au gouvernement et à la ligne de l'exécutif? On est des gens pragmatiques parce qu'on essaye d'être utile. Vous savez, aucun député n'est élu pour faire autre chose que obtenir une amélioration de la situation pour nos compatriotes. Donc il y a des sujets sur lesquels, c'était le cas du PLFR, le projet de loi de finances rectificative au printemps, ou le texte pouvoir d'achat, sur lequel le périmètre de discussion était tel qu'on a pu peser suffisamment. Si le prix de l'essence aujourd'hui est redescendu autour d'1,50 €, c'est grâce aux Républicains. Donc on a pu peser. Le budget, en revanche, c'est un exercice évidemment infiniment plus complexe. Je doute sincèrement de notre capacité à obtenir du gouvernement une inflexion totale. On nous annonce un projet de loi de finances avec 115 milliards d'euros de déficit. Il est hors de question qu'on s'associe à Olivier ça. Marlex, il y a certains très bien. Budget, donc, le fossé est trop grand. Je pense que le fossé est trop grand a priori. Donc, moi, je dis au gouvernement, oui, le 49.3, il est fait pour ça. Et dans la Constitution, il est prévu. C'est pas un drame de permettre l'adoption d'un texte quand il n'y a pas de majorité. Michel Rocard, qui n'était pas un dictateur. Mais vous savez bien qu'ils vont vous faire porter la responsabilité ce que je demande au gouvernement, et dire que c'est une opposition irresponsable. Non. Ce que je voudrais, justement, c'est pour ça que c'est important. Je dis, autant je veux bien admettre l'emploi du 49.3 pour l'adoption d'un texte quand il n'y a pas de majorité. C'est fait pour ça. Rocard, qui n'était pas un dictateur, l'a utilisé à 28 reprises. En revanche, le 49.3, il ne doit pas être utilisé pour empêcher le débat à l'Assemblée nationale. Donc je demande au gouvernement de laisser vivre ce débat. Vous imaginez, on ne peut pas avoir en France se priver d'un débat sur l'éducation nationale, sur le budget de l'éducation nationale, le budget de la police. Voilà. Donc il faut que le gouvernement laisse vivre ce débat et à la fin, s'il n'y a pas de majorité, il utilise le 49.3. On entend votre position sur le budget. Sur certains textes, évidemment, on vous voit mal vous opposer. C'est le cas du projet de loi de sécurité. On n'a pas le temps d'en parler. Je vais conclure avec une information Europe 1, information de notre journaliste Victor Chabert. Nicolas Sarkozy et Éric Zemmour ont déjeuné ensemble hier à la demande d'Éric Zemmour, et je crois que c'était pas sa première demande. Qu'est-ce que votre parti a en commun avec Éric Zemmour? Est-ce que ce déjeuner est un déjeuner
rencontres, d'amitié peut-être, un peu plus de partage. Écoutez, non, je crois que voilà, Nicolas Sarkozy est Nicolas Sarkozy. Vous avez remarqué que c'est plus un membre totalement impliqué des Républicains. Et donc voilà, je lui reconnais le droit. Il a une totale liberté à rencontrer tout le monde. Et voilà. Et puis nous avons en commun de vouloir nous adresser à tous les électeurs de droite, où qu'ils soient, et pour qui ils aient voté à la dernière élection présidentielle. On a fait, les Républicains, 4,78% au premier tour d'élection présidentielle. Tout ça doit nous amener à un petit moment d'introspection. Ils considèrent que les électeurs de droite, aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a qui ont voté Éric Zemmour, il y en a qui ont voté Madame Le Pen, il y en a qui ont voté Emmanuel Macron. Et que si on veut sortir de cette ornière, il est temps de reparler à tous ces électeurs de droite. Voilà. Et donc, Nicolas Sarkozy a raison. Merci Olivier Marleix. Parler à tous les électeurs, à tous les Français d'abord évidemment, et notamment les électeurs de droite. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne journée à vous.